Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Paul, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Paul Ndiaye, vous êtes sénégalais, chercheur et professeur universitaire. Vous êtes également intervenu dans certaines des formations en ligne proposées par le Papaco à travers la plateforme MOOC Conservation. Fervent défenseur de la biodiversité, vous êtes membre d'une ONG environnementale au Sénégal qui s'appelle NCD pour Nature Communauté Développement. Paul, je vais vous laisser la parole, comme j'ai l'habitude de faire avec nos auditeurs. Je vous propose de démarrer par votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, de votre parcours académique et professionnel? Et qu'est-ce qui vous a notamment amené à devenir professeur à l'université de Dakar? Très rapidement, je suis effectivement un géographe. J'ai enseigné pratiquement toute ma carrière à l'université depuis 1978 et j'ai pris ma retraite en 2015, c'est-à-dire pratiquement une dizaine d'années aujourd'hui. Et donc, vous pouvez parler plus d'ex-professeur ou professeur à la retraite que d'enseignants actifs, bien que je maintienne certains petits enseignements encore pour accompagner mes collègues qui sont des anciens étudiants que j'ai formés. Pour le reste, depuis au moins une trentaine d'années, je participe à des mouvements écologiques jusqu'à la création de l'association dont vous venez de parler et qui s'intéresse à la biodiversité en général, mais plus spécifiquement à la question ornithologique. Je pense que c'est un petit raccourci de mon itinéraire d'une cinquantaine d'années de travail. Oui, en effet, c'est long, ça serait long. Il faudrait y consacrer plusieurs épisodes. Mais justement, si on se concentre peut-être sur vos activités actuelles, pardon, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de cette ONG qui œuvre en faveur de la biodiversité? Vous avez été impliqué depuis, donc, a priori, la création en 2010, c'est ça? Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler des missions principales de Nature Communauté Développement et comment cette ONG travaille pour protéger et valoriser durablement la biodiversité au Sénégal? C'est une très longue histoire, probablement 30-35 ans, qui a commencé tout simplement par les travaux qu'on faisait dans les parcs nationaux comme chercheur universitaire, puisque moi je suis géographe, mais plus particulièrement spécialisé en biogéographie sur les questions de phytogéographie, c'est-à-dire plus végétale, en gros. Évidemment, végétal tropical, hein, sahélien ou sahélo-soudanien particulièrement. Et évidemment aussi, j'ai dérivé un peu vers les questions de conservation, de préservation, puisque les dégradations étaient vraiment très importantes et risquaient de compromettre beaucoup d'éléments qui étaient présents, qui constituaient la biodiversité et dont les utilisations abusives pouvaient induire des situations de disparition ou du moins d'affaiblissement des potentialités. Hmm. Et cela a conduit à collaborer avec la direction des parcs nationaux pendant, disons, une vingtaine d'années dans les idées qui commençaient à transparaître et qu'il fallait mettre en place au Sénégal. On a collaboré avec cette direction et c'est la source un peu des idées qui ont finalement abouti à la constitution d'une association Nature Communauté Développement sur la base des idées qu'on avait testées avec des collègues des parcs nationaux, hein, des administratifs, mais également des conservateurs et des universitaires, de manière à voir quelles étaient les idées qui pouvaient permettre de renforcer et de sécuriser le réseau des parcs nationaux.
Ça, c'est, disons, à partir des années 1980 et surtout 90, au cours desquelles une troisième réalité apparaissait, c'est que pour assurer la protection de l'environnement, il fallait impliquer forcément ceux qui faisaient le futur de l'environnement, c'est-à-dire les jeunes, et également les femmes. Et ce sont deux catégories qui étaient, disons, peu prises en compte et qui ont permis un peu de, comment dire, de compter sur ces deux catégories pour prolonger les efforts que l'État pouvait faire et qui pouvaient être relayés ou renforcés par ces deux catégories. Ça vous explique pourquoi, après, à la création plutôt de cette association qui est assez particulière, on dira peut-être pourquoi dans quelques minutes. Le premier élément, c'est la nature, avec ce que ça sous-entend comme potentialité qu'il faut d'abord connaître et dont il faut garantir la pérennité. Le deuxième élément, c'est communauté, puisque ça ne peut pas se faire contre, mais avec les communautés, en commençant par les jeunes et les femmes. Mhm. Évidemment, il y a un objectif, puisqu'on est en Afrique, dans le tiers-monde, et que le développement était quand même une aspiration légitime, mais conciliable avec les soucis de conservation de la nature. Je fais un bref raccourci. C'est pourquoi ce qu'on a appliqué lors de la création de NCD procède en fait d'un cheminement d'une vingtaine d'années qui précédait et qui avait permis d'avoir des réseaux non reconnus, puisque ce n'était pas encore déclaré, des réseaux de personnes, de structures, d'administration, disons, de structures de recherche. Et c'est ce qui a été à l'origine un peu de la constitution de cette association dont on spécifiera les cibles particulières. Ouais, très intéressant. Effectivement, c'est un vrai sujet, l'implication des communautés locales. Et justement, moi j'avais une question à ce sujet, c'est comment NCD arrive à concilier les objectifs de conservation avec les besoins économiques des communautés locales et les enjeux de développement. Euh, Alors là aussi, c'est l'histoire qui précède NCD et NCD en a tiré profit pour se structurer et devenir une association qui est à pignon sur rue maintenant au Sénégal. L'histoire est partie d'une expérience que la direction des parcs nationaux du Sénégal voulait tester puisque elle était en conflit ouvert avec les populations riveraines de ces différentes aires protégées parce que ça braconnait beaucoup. Et elle a envisagé un test à partir des idées qui venaient de la conférence de Paris, hein, la deuxième conférence de Paris, celle de 72. On ne peut pas conserver euh, contre les populations, mais avec les populations. Et pour faire le test de cette conciliation avec les populations riveraines, euh, on a pensé tabler avec des groupements féminins qui s'était spontanément engagé à protéger une toute petite réserve, même pas 1000 hectares, hein, qui n'était pas très loin de Dakar, et qui en assurait un peu, disons, une protection entre guillemets, c'était pas très formel, hein, à l'africaine, très informelle, mais elle s'y était investie et il a fallu les structurer, les organiser et tenir compte du fait que les femmes rurales ont besoin, disons, de ressources pour au moins entretenir leur famille, puisque les chefs de famille supposés, c'est-à-dire les hommes, n'étaient pas toujours en mesure de les assurer, ces nécessités familiales. Et donc, comment faire de manière à ce qu'elles assurent une protection, qu'elles y participent à la protection de cette terre protégée et qu'elles trouvent des moyens de subsistance pour leur foyer personnel. Et ça a été la base du lancement d'une expérience qui a eu lieu dans une aire protégée que Geoffroy Mouret connaît parfaitement bien et qui a permis de constituer un
réseau de groupement sur pas une dizaine, disons 9 villages, et qui constituait plus de 2000 femmes, c'est énorme, constituées en GIE villageois. Et GIE, c'est un groupement d'intérêt économique, hein, et qui pouvait valoriser un certain nombre de choses issues de la périphérie de l'aire protégée et qui, en même temps, assurait une surveillance sur tout le périmètre de cette réserve naturelle qui était la raison d'être du test envisagé par les parcs nationaux en accompagnement des femmes qui s'étaient engagées à en assurer la surveillance et elles l'ont bien fait. Ça veut dire que même si le mari était un braconnier, eh bien, ça n'empêchait pas de faire une action auprès de la gendarmerie pour que une amende lui soit imposée. Et comme c'était valable pour tout le monde, elles se sont comportées comme les gendarmes qui ont défendu. Et la réserve s'est très, très bien reconstituée. Les habitats ont été bien reconstitués. Les profits qu'ils pouvaient en tirer, notamment par les visites et par les perspectives d'amélioration de la conservation, c'est ce qui a été le test initial. Bon, maintenant, il ne faut pas rêver et dire que bon, tout est bien, maintenant c'est terminé. Au contraire, les problèmes commençaient. Puisqu'à partir du moment où les retombées de la protection aboutissent à des résultats, il y a de nouveaux acteurs qui peuvent apparaître et qui peuvent s'impliquer ou simplement tirer profit du fait que les habitats s'étant reconstitués, eh bien, la valorisation, les dames n'étaient pas compétentes et qu'il fallait confier ça à d'autres. C'est toujours euh, les ouvriers de la dernière heure qui réclament le plus, ça c'est connu, je crois. Mm. Et donc, c'est un peu l'historique en abrégé hein, de cela. Il y a des idées qui les ont accompagnés, c'est-à-dire que convaincre les gens que pour faire une action, la première chose, c'est que il faut pas prétexter qu'on n'a pas les moyens pour ne pas initier l'action positive, je veux dire. La deuxième chose qui était importante, la deuxième idée qui était importante, c'était également de s'engager, mais pour le long terme, parce qu'une action ponctuelle n'est pas génératrice forcément de résultats durables. Et évidemment, le reste, c'est dans les grandes idées diffusées, notamment par l'UNESCO, à travers la notion de réserve de biosphère, que ça a été, disons, adapté à la réalité locale. Là aussi, je prends beaucoup de raccourcis, mais schématiquement, c'est ça. Et NCD a repris tout ça, l'a élargi à des zones qui n'étaient pas encore protégées et qui pouvaient tirer profit de ces idées qui ont été testées, disons, une vingtaine d'années auparavant, pour poursuivre le mouvement dans la mesure où la direction des parcs nationaux qui avait fait un test sur la réserve n'a pas pu, disons, étendre aux autres aires protégées disons, les acquis de ces initiatives expérimentales hein, qui étaient faites et la continuation a été faite en dehors des aires protégées, mais toujours avec des personnels de l'administration, c'est-à-dire des parcs nationaux, qui, par curiosité et hors de leurs obligations professionnelles, ont participé, ont adhéré à NCD, ce qui est un peu finalement le regroupement d'universitaires mais hors université, de professionnels de la conservation mais hors direction des parcs nationaux, etc. Et plus des étudiants, plus euh, des bénévoles non professionnels, mais donc un monde très hétérogène, mais qui aspiraient à participer à un mouvement au début difficile à identifier, à décrire de façon précise. Et à partir de 2010, alors là, avec l'aide d'une association française, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, un projet
a été confié à NCD et qui a permis de structurer. Alors là, les universitaires ont pris les choses en main pour que au moins les idées soient bien claires et que le statut également, dépôt d'un statut légal au niveau des pouvoirs sénégalais, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, etc., structuration avec un organigramme et un fonctionnement, euh, disons, formel très, très clair. Voilà un raccourci aussi ce que je peux en dire. Très intéressant. Non, merci beaucoup, Paul, de prendre le temps de poser aussi toute la jeunesse parce que ça permet effectivement de bien voir comment aujourd'hui la NCD opère. Et justement, peut-être si on regarde un peu les projets, les grands projets actuels sur lesquels travaille l'ONG, sans, j'imagine, citer tout, mais peut-être en essayant de les regrouper par grand type, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Euh, oui, je peux effectivement le dire. ONG est une association. Elle n'est pas encore ONG, elle n'en a pas le statut, ça viendra plus tard. On n'est pas pressé. Parce qu'il faut quand même ont de l'expérience. Bon, les individus ont l'expérience, mais l'organisation elle-même doit acquérir en maturité, etc. Il ne faut pas brûler les étapes. Donc, cette association a opté pour la conservation de la biodiversité. Évidemment, c'est vaste ce champ-là. Et dans la biodiversité, le premier appui qu'il a été possible de solliciter, c'est-à-dire la LPO, comme elle était spécialisée sur l'ornithologie, l'oiseau. Évidemment, le champ d'intervention premier de NCD a été l'ornithologie, l'oiseau. Et ça reste quand même son élément phare à travers lequel elle est connue. Elle a acquis de l'expérience avec d'autres associations internationales, essentiellement européennes, c'est-à-dire l'association anglaise, la RSVB, et la néerlandaise également, VBN, qui ont servi de soutien complémentaire dans le cadre des projets qui ont été mis en place pour essentiellement protéger les oiseaux, qu'il s'agisse des oiseaux locaux sédentaires et également des oiseaux migrateurs, c'est-à-dire ceux qui nichent en Europe du Nord, et qui font des migrations saisonnières, notamment sur l'Atlantique Est, c'est-à-dire sur les côtes depuis le Maroc jusqu'en Angola et même plus loin, en Afrique du Sud. Et donc, l'oiseau est devenu la clé d'entrée ou d'expertise de MCD, et ces différents membres font des suivis réguliers dans des sites qui sont identifiés depuis lors, bien avant NCD d'ailleurs, mais qui ont été réanimés ou consolidés par elle. Sur les migrateurs, il y en a beaucoup. Et sur les sédentaires aussi, ça dépend des programmes dont on a l'opportunité du bénéfice en une association avec des partenaires qui soutiennent NCD, etc. Donc ça, notre entrée, c'est la biodiversité, mais c'est très large. Et notre élément, disons, stratégique, c'est l'ornithologie et c'est une des raisons pour lesquelles on est identifié comme un membre important. Et d'ailleurs, à cet égard, on est représentant au Sénégal, on est devenu représentant au Sénégal de BirdLife International qui fédère un peu toutes les associations nationales qui adhèrent au principe de BirdLife et ont une représentativité significative dans leur pays. Voilà schématiquement ce que je peux en dire, mais c'est pour aller vite. Ouais, effectivement, on est malheureusement contraint par le temps. Je voulais un peu aborder avec vous le sujet de la formation, qui est un sujet qui, au Papaco, qui nous tient à cœur. Et vous êtes intervenu dans plusieurs formations en ligne que nous proposons via la plateforme MOOC Conservation.
C'est, selon vous, quels sont les avantages de ces MOOC, donc de ces formations en ligne, pour sensibiliser et former un public plus large à la conservation de la biodiversité? Bon, comme souvent, euh, mon, mon, mon métier, c'est l'enseignement, mais parallèlement à ça, dans l'enseignement universitaire, on est très souvent incité à faire de la recherche. Évidemment, j'ai beaucoup travaillé, comme je travaillais sur les habitats, c'est-à-dire la végétation en gros. Et évidemment, il a fallu considérer ceux qui vivent de la végétation ou qui s'abritent dans la végétation, etc. Au-delà des habitats, il fallait aller aux populations animales. Ça, c'est mes amis de la direction des parcs nationaux, et parmi lesquels il y avait des coopérants, et parmi lesquels coopérants, il y avait quelqu'un qui s'appelle Geoffroy, que vous devez connaître, et moi aussi très bien. Ce qui veut dire que la recherche et l'action conservatoire est importante, quel que soit le profil initial. Parce que moi, j'ai un profil phyto, je n'ai pas un profil zoo. Et à partir de là, la conviction, c'est que bon, moi, je peux être dans une salle ou un amphi et parler pendant des heures, interroger, et puis noter, et puis c'est terminé, quoi. Ou alors, susciter des passions. Et ça, je dois dire que professionnellement, c'était pas ma vocation, mais on le devient, hein. À partir du moment où la mayonnaise monte, qu'elle prend bien, évidemment, on se rend compte qu'il y a des créneaux de compétences ou alors il y a une demande de connaissances qui peut être exprimée et qu'on peut satisfaire ou accompagner. Et c'est un peu à partir de là qu'il était nécessaire d'élargir la formation. Je le dis tout en indiquant que j'étais quand même un peu trop vieux pour perdre mes réflexes, c'est-à-dire, moi, la formation, c'est en direct, c'est pas à distance. Et Mm. j'étais très sceptique Mm. sur la formation en ligne, d'autant plus que plus on est vieux, plus on a des habitudes dont on ne veut pas se départir, hein, et qu'il faut à des gens comme moi voir directement mes interlocuteurs pour maîtriser les transmissions que j'effectue. On se rend compte aussi que les techniques et les modes de communication changent et qu'il faut s'adapter, sinon on est largué. Et je dois dire que Geoffroy m'a impliqué dans l'aventure dès le départ de faire de la communication, non pas de façon traditionnelle à travers des ouvrages, ça, mais directement en ligne. C'était pas automatique. Pour des personnes comme moi, hein, je le dis bien, pour d'autres, ça va de soi. Et j'ai fait cette expérience sur invitation de Geoffroy. Et je dois dire que par la suite, c'est assez surprenant. Je rencontrais des gens qui me disaient: Ah, bonjour, monsieur Yaye. Je dis: Ah, bonjour, c'est qui? Il dit: Ah, non, non, on vous a vu dans le MOOC. Et je me rends compte que l'effet est extrêmement large, au point qu'on ne peut même pas savoir quel est-il. Alors que moi, dans un amphi, je sais quel est l'effet que je fais, ne serait-ce que par les yeux des étudiants et par les notes que j'attribue à la suite de vérification des connaissances, quoi. Vous comprenez très bien que euh, les formations en ligne ont apporté une révolution qui n'a pas révolutionné que les récepteurs, mais qui a, disons, réformé également des, disons, soi-disant formateurs ou enseignants comme moi, qui ont appris finalement que la technique a du bon, mais il faut savoir s'y adapter parce que c'est pas le même mode de communication qu'un enseignement traditionnel comme moi. Et de ce point de vue-là, j'avoue que c'est extrêmement positif, d'autant plus que, bon, moi j'enseigne dans un amphi, etc., de Dakar, mais en ligne, eh bien, il y a peut-être 50 pays qui peuvent, même si c'est quelques individus, mais dans 50 pays, qui peuvent avoir accès à cette formation-là, et là, la portée n'a plus rien à voir avec celle de mon métier traditionnel.
J'espère que j'ai résumé un peu la nécessaire évolution et l'efficacité, mais également il y a des limites, hein. Tout n'est pas parfait dans la technologie aussi. Non, effectivement, la technologie touche par moments ses limites, mais bon, regardez, aujourd'hui, ça nous permet de nous parler alors que vous êtes au Sénégal, je suis en Afrique du Sud, et on s'entend comme si on était quasiment dans la même pièce. Donc voilà. Bah, justement, si on parle un peu des défis auxquels la biodiversité est confrontée, notamment au Sénégal, mais en Afrique de l'Ouest plus générale, et peut-être aussi de la place en fait accordée à la science et à l'innovation dans les projets de conservation qui sont menés, alors pas par NCD ou par d'autres groupements, associations, acteurs. Euh, voilà, c'était une des questions que je voulais vous poser avant de conclure notre entretien. D'accord. Les défis sont très, très nombreux. Sont des défis d'organisation. Ce sont des défis de se maintenir dans la durée. Et ça, ce sont des défis d'acquisition ou d'obtention de moyens qui sont importants. Même si nous, on a dit qu'il ne faut pas prétexter l'absence de moyens pour ne pas agir, c'était notre idéal, mais il faut quand même des moyens. Et il faut savoir s'allier, parce que ce ne sont pas des approches individuelles. Et dans notre association, où il y a, disons, je vais parler approximativement, peut-être 15 à 20% de retraités comme moi, il y a au moins 40% d'étudiants ou de jeunes, bon, ce ne sont pas que des étudiants, mais des jeunes, et qui ne sont pas encore insérés dans la production, ils sont en formation. Il y a peut-être aussi 40% d'actifs dans tous les secteurs. Le défi, c'est d'être capable de mettre ça en cohérence sur toute l'étendue du Sénégal où nous avons des pôles qui sont institués, qui sont actifs sur le suivi des oiseaux, mais sur d'autres questions aussi, mais de manière un peu plus limitée. Et donc, c'est la capacité de mettre une organisation, tout ça, et d'avoir une expertise avérée, alors que le matériel humain est hétérogène et que par contre, l'objet étudié est quand même à suivre de manière scientifique organisée. Alors là, c'est un autre défi d'une formation qui peut être en ligne, qui peut être sur le terrain ou qui peut être un peu informelle, mais d'une formation de toute manière assurée à des gens qui sont, disons, des experts très pointus et d'autres qui n'ont pas été à l'école ou qui n'ont pas beaucoup de temps, etc. Et c'est le défi d'un amalgame entre les ressources humaines qui sont absolument indispensables et la nécessaire formation de manière à augmenter les capacités des gens qui sont disponibles pour s'engager en faveur de la biodiversité ou de la nature plus largement. Ok, donc des défis organisationnels, la nécessaire aussi formation, montée en compétence des différents acteurs. Non, c'est vraiment intéressant. Je resterai bien avec vous plus longtemps, Paul, mais le temps passe. Peut-être une dernière question de ma part, ça serait pour nos auditeurs surtout, quel conseil, si vous deviez en donner un, ou un message clé que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs concernant l'importance de s'engager en faveur de la conservation, que ça soit à travers un métier ou je dirais une occupation bénévole, ça peut prendre différentes formes, mais voilà, est-ce que vous auriez un dernier message à nous faire passer ce matin? Et le conseil que je vais donner, c'est un conseil qu'on nous avait donné en tant que, disons, initiateur de NCD. Nous avait dit, si vous arrivez à tenir 2 ans, eh bien, vous durerez. J'avoue que ça a été extrêmement dur les premières années, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager trop vite, puisque on se rend compte que les obstacles, on a été un peu naïf au départ, on les avait sous-estimés, mais ils existent, ils sont nombreux et ils peuvent éventuellement décourager. Donc, peut-être que le conseil, c'est de ne pas se décourager, parce que
parfois l'épreuve n'était pas celle qu'on avait prévue au départ. Oui, que les résultats vont quand même vont payer les efforts entre guillemets vont payer un moment, mais effectivement, Heureusement. voilà, la route peut être longue. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Paul, pour votre temps. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Mais je suis sûre que votre témoignage va inspirer nos auditeurs et on vous souhaite Merci. une bonne continuation et je vous dis à bientôt. À bientôt. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.